Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va poursuivre aujourd'hui l'étude de ces gaz parfaits quantiques, donc de fermions ou de bosons. Et donc, je vous rappelle où nous en étions. Donc, on avait dérivé ces quantités ici, associées à des grands noms de physiciens, Fermi, Dirac et Bose-Einstein. J'avais terminé avec le transparent, avec cette photo de Fermi, en vous indiquant qu'il y avait une erreur. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ça. Alors, effectivement, il y a une erreur ici. Ce alpha, c'est ce qu'on appelle la constante, enfin, cette notation, c'est la notation pour la constante de structure fine, qui est un rapport sans dimension de constante universelle. Et avec cette combinaison-là, ici, ça ne marche pas. La combinaison sans dimension, c'est E2 sur H bar C. Alors, plus précisément, si on utilise les unités SI, c'est E2 sur 4 pi epsilon 0 H bar C. Donc, alpha, c'est un nombre sans dimension, 1 sur 137 et pas mal de décimales, qui se mesure, qui intervient dans pas mal de domaines de la physique, qui essentiellement mesure en unités sans dimension la force du couplage électromagnétique. La première fois qu'elle apparaît, donc on l'appelle constante de structure fine parce qu'elle apparaît la première fois dans l'étude de la structure fine des spectres atomiques. Donc elle est introduite par Sommerfeld. Et donc, comme j'ai dit, elle est associée à pas mal de phénomènes physiques. Une façon simple de la visualiser ou de s'en souvenir, c'est que c'est le rapport de la vitesse de l'électron sur la première orbite de Bohr divisé par la vitesse de la lumière. Donc c'est aussi une mesure des effets relativistes. Alors, petite remarque, je vous ai dit au premier cours que depuis novembre de l'année dernière, on a fixé les constantes universelles, donc C est fixé depuis longtemps, E est maintenant fixé et H est aussi fixé. Donc, mesurer alpha, c'est en fait mesurer epsilon 0. Alpha, ce n'est pas une constante fixée, c'est une constante qui se mesure. Voilà, donc pour la constante de structure fine, alors on ne sait pas si Fermi a vraiment fait une erreur. Ça n'est pas une photo d'une présentation scientifique, c'est une photo qui a été faite pour des journalistes qu'on voit sur des timbres, etc. Donc vous voyez, il a un regard malicieux. Bon, peut-être que c'est volontaire, en tout cas, peu importe, même les meilleurs peuvent faire des coquilles. Voilà, alors je voudrais vous parler encore un petit peu de Fermi. Fermi était donc un grand physicien nucléaire et il était réputé pour sa facilité à raisonner en ordre de grandeur. Alors on dit que donc il a vu la première explosion atomique aux États-Unis, le premier essai atomique, et en jetant des petits papiers et en mesurant le souffle, il a pu remonter à une estimation de l'énergie émise par la bombe. Au-delà, il est réputé, alors il y a un problème qui est associé. Voilà, combien y a-t-il d'accordeurs de piano à Chicago? Alors, il paraît que c'est une question qui s'est posée. Et puis, depuis, on en trouve plein. Enfin, voilà, des questions d'ordre de grandeur. Si vous voulez jouer avec ça, c'est très intéressant. Vous faites Fermi plus Maryland. Vous avez l'université de Maryland qui sélectionne toutes ces petites questions. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas pour l'anecdote. Je pense que c'est très intéressant pour vous, scientifiques. Je ne sais pas ce que vous ferez plus tard, de la recherche, décideurs, politiciens, etc. C'est important d'avoir des ordres de grandeur. Et bon, c'est peut-être pas intéressant de savoir le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, mais combien d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, par exemple, c'est des choses que vous pouvez avoir besoin d'expliquer facilement. Et je pense qu'en ce moment, c'est important d'avoir du bon sens et des ordres de grandeur. Je pense aussi qu'une les deux grandes qualités d'un physicien, c'est les ordres de grandeur et l'analyse dimensionnelle. Donc je vous encourage à jouer avec ça. Donc voilà pour Fermi. Alors donc ces deux quantités ici, donc je les rappelle, elles vous indiquent comment on remplit les états à une particule. Alors d'abord à température nulle. Alors donc pour les fermions, on remplit, donc ce facteur de Fermi, c'est une marche d'escalier, c'est-à-dire qu'on remplit tous les états jusqu'au dernier, ça dépend du nombre d'électrons qu'on a à notre disposition, donc on remplit tous les états jusqu'à un dernier niveau qui s'appelle le niveau de Fermi, c'est aussi le potentiel chimique à température nulle, et en fonction de la température, ce facteur donc, évolue avec la température, il s'élargit sur une largeur kT pour une
petite température, et à très haute température, ça redevient une simple exponentielle. On l'avait vu la semaine dernière, ce qui correspondait au cas classique. Pour le facteur de Bose, donc le facteur de Bose, lui, est piqué à énergie nulle, à température nulle, et il s'élargit aussi sur une tranche de largeur kT. Et je vous rappelle, on en aura besoin un peu plus tard, que le potentiel chimique ici, à cause de ce signe moins ici, cette quantité devant être positive, le potentiel chimique d'un gaz de Bose est toujours négatif. Alors je vous rappelle aussi ces petits dessins qui vous montrent que pour des fermions, bien comme tous ces états sont remplis, et si on a une température qui est petite devant l'énergie de Fermi, la thermodynamique va être, les échanges d'énergie vont se passer autour du niveau de Fermi. Donc toute la physique se passe autour de cette quantité. J'ai déjà utilisé le mot niveau de Fermi dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors que pour des bosons, tout se passe à basse énergie autour de l'état fondamental à une particule. Voilà les questions qu'on s'était posées la dernière fois, auxquelles on va répondre aujourd'hui. C'était comment trouver les déviations par rapport au gaz parfait classique, que deviennent donc ces comportements de fermions ou de bosons. On avait vu que le principe d'exclusion montrait que les fermions ayant tendance à s'éviter, on va plutôt augmenter l'énergie ou la pression, alors que c'est le contraire pour les bosons. On en sait un peu plus cette fois-ci, puisqu'on a vu la dernière fois que, et on le voit maintenant, que les électrons, on ne peut pas les mettre tous dans le même état, donc forcément, si on les range par état d'énergie croissante, on a une énergie cinétique finie, donc une pression finie, et donc on s'attend pour les fermions à une saturation à une énergie finie. Par contre, pour les bosons, s'ils finissent tous dans l'état fondamental, on s'attend plutôt à ce genre de comportement, et on va voir que, c'est ça qu'on va essayer de comprendre quantitativement, mais on va voir qu'il y a des surprises, et il ne s'agit pas simplement de faire cette extrapolation toute simple. Oui, alors donc il y avait un QCM qui posait la question, justement, est-ce que l'énergie d'un gaz de fermion est plus grande ou plus petite que celle d'un gaz de boson? Donc, il y avait quelques petites erreurs, donc il faut bien revoir ça, et on va reparler aujourd'hui. Donc n'oubliez pas les QCM. Donc on avait introduit cette température caractéristique, dont on a déjà pas mal parlé, qui dépend de la densité et de la masse des constituants, qui sépare le monde quantique et le monde classique. Donc soit on compare des énergies, donc on compare une température à cette température caractéristique, ou on compare la longueur thermique de De Broglie à la distance entre les constituants. Voilà plusieurs façons d'écrire ce critère. Entre le comportement classique, PV égale NKT, et le comportement quantique, donc le comportement ici de la pression en fonction du nombre de particules et de la température qu'on va obtenir aujourd'hui. Alors je vous rappelle un peu le principe. On avait utilisé les outils de la physique statistique avec en plus le fait que le postulat de symétrisation imposait des conditions sur la nature des états quantiques. On avait introduit ce nombre d'occupations et on avait vu qu'une contrainte importante nous empêche de calculer la fonction de partition pour un nombre de particules fixé. Donc on avait levé cette contrainte sur le nombre de particules en calculant une fonction de partition grand canonique. Donc cette fois-ci, on se met sur tous les états quantiques avec des nombres quelconques de particules. Quand il s'agit de fermions, les états sont soit vides, soit remplis. Une fois remplis, pour des bosons, on peut mettre autant de particules dans un état donné. Donc ces sommes sont différentes pour les fermions et les bosons, mais elles se font relativement facilement puisque maintenant il n'y a plus de contraintes. On avait donc explicitement calculé cette somme et son logarithme. Alors son logarithme, c'est une fonction d'état qu'on appelle le grand potentiel, moins kt log de z, et une expression donc relativement simple, avec faire des précautions pour les signes s'il s'agit de fermions et de bosons. Et cette somme ici, c'est une somme sur tous les états quantiques de votre problème que vous considérez. Je n'ai pas spécifié encore ce que sont les valeurs de K. De cette fonction de partition, on avait extrait donc, ces deux facteurs de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein, simplement un signe plus ici et un signe moins, ce qui va changer complètement la physique. On a donc introduit un paramètre qui est le potentiel chimique, donc je vous rappelle soit mu, soit alpha, ils sont reliés. On a introduit donc ce
comme variable auxiliaire, si vous voulez. Alors, quand on fait un calcul grand canonique, en principe, on fixe le potentiel chimique et le nombre moyen de particules est fixé. Et en principe, il peut fluctuer. Ici, on s'intéresse à des grands systèmes. Le potentiel chimique, c'est simplement une variable accessoire, je dirais, auxiliaire. Et ce qu'on va fixer, c'est plutôt le nombre de particules. Et comme c'est un grand système, on suppose que ce nombre, il ne fluctue pas. Et donc, je vais enlever ici systématiquement les valeurs moyennes. Et donc, me donnant un nombre de particules, en inversant cette relation, j'obtiens le potentiel chimique et donc les facteurs de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein. Les quantités physiques, c'est d'une part le grand potentiel. Alors, vous voyez, je l'ai écrit de façon un petit peu différente ici. Plutôt que traîner les exponentielles, j'ai inversé ces deux relations et j'ai remplacé l'exponentielle par la fonction f. Donc, c'est une réécriture de cette relation-là, non pas en fonction de l'exponentielle, mais en fonction des deux facteurs, donc soit de Fermi-Dirac, soit de Bose-Einstein. Alors, le grand potentiel, c'est une quantité importante, c'est une quantité physique. On a vu que c'était directement la pression. Et la dernière quantité qui nous intéresse, c'est l'énergie. Alors ça, c'est une formule qui est peut-être un petit peu difficile à mémoriser. Celle-là, c'est très facile. C'est l'énergie totale. On somme sur tous les états à une particule. Et pour chaque état K, on multiplie par le facteur de remplissage. Voilà, donc un tableau qui va nous permettre de tout, de tout déduire dans la suite. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est voir comment calculer maintenant ces sommes. Commencer par voir les déviations de façon un peu plus quantitative par rapport au gaz classique. Et puis ensuite, on voit qu'on a des comportements qui vont être complètement différents pour des fermions et des bosons. Donc on va attaquer d'écrire d'une part les fermions, d'autre part les bosons. Donc, répondre à ces questions, on a tout ce qu'il faut maintenant. On cherche donc PV et U en fonction de N et de T. On y est presque. On a U et PV en fonction de alpha. Et alpha est relié à N. Donc si on est capable d'inverser cette relation, on a l'énergie et le produit PV en fonction du nombre de particules et de la température. Donc ce qui va remplacer simplement PV égale NKT ou U égale 3,5 kT. Alors comment calculer ces sommes? Il y a encore quelques étapes. Donc comme je viens de le dire, de cette première relation ici, on extrait le potentiel chimique, qui nous permet donc d'écrire explicitement les facteurs de Fermi et de Bose. Et en injectant le potentiel chimique dans ces relations-là, si on est capable de calculer ces sommes, eh bien, donc, on a réponse à nos questions, U en fonction de la température, et PV en fonction de la température et du nombre de particules, et PV en fonction de la température et du nombre de particules. Donc voilà, le problème est très bien décrit, je dirais. Il faut donc injecter mu dans U et PV. Alors, jusque-là, K, je n'ai pas spécifié le problème quantique auquel je m'intéresse. Ça pourrait être des états propres dans un puits de potentiel. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un gaz de particules libres, donc un gaz dans une boîte, le gaz parfait classique. Donc, les états K, ce sont les états propres d'une particule dans une boîte. Donc, ce sont les états propres de translation, ce sont les états propres de l'impulsion et de l'énergie. Donc, K associé à l'impulsion, P égale H bar K, et l'énergie, P2 sur 2M, H bar 2, K2 sur 2M. Donc, en fait, maintenant, là, ce qui n'était qu'un index général, je vais simplement mettre des flèches partout. Et K, c'est maintenant, ça s'adresse à un problème bien précis que je regarde, ce sont les états propres d'une particule dans une boîte. Alors, ces états propres dans un grand système forment un continuum, je vais le rappeler tout à l'heure, mais ils sont séparés pour des conditions limites périodiques de 2π sur L, quand L est grand, donc ça forme un quasi-continuum. Et en fait, maintenant, le problème est un tout petit peu technique, c'est de calculer ces sommes et de remplacer ces sommes discrètes par des sommes continues, d'abord sur le vecteur d'onde, puis par des intégrales sur l'énergie. Donc essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est plutôt que ranger ces sommes par valeur successive de K, c'est les ranger par valeur successive de l'énergie. Et donc, si je fais ça, il faudra que donc je vais obtenir une intégrale sur les énergies, mais pour chaque énergie, donc vous voyez, phi, c'est une de ces fonctions thermodynamiques ici, mais vous voyez donc que pour chacune de ces énergies, il faut que je regarde combien d'états K ont cette énergie epsilon.
Donc cette quantité s'appelle la densité d'état. C'est une quantité accessoire qui joue un rôle très important pour le calcul de ces fonctions thermodynamiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler en petite classe, vous en entendrez encore parler demain. Et donc tout simplement, simplement par cette définition, la densité d'état compte le nombre d'états à une énergie donnée, epsilon. Si j'injecte d de epsilon là-dedans, je trouve bien cette relation. Donc pour nous, là, il s'agit des états propres à une particule, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus général. Ce sont des points sur un axe unidimensionnel. Et donc c'est un problème que vous pouvez rencontrer, par exemple, si vous voulez connaître les états propres d'une enceinte acoustique, les fréquences propres d'une enceinte acoustique, ou les fréquences radio d'une enceinte électromagnétique, vous allez ranger ces états. Donc ce ne sera pas forcément des énergies, ça sera des fréquences, mais ce comptage d'états, c'est une systématique que vous allez pouvoir éventuellement rencontrer plusieurs fois. Donc, ce que je vais appeler d de epsilon d epsilon, c'est le nombre d'états dans une tranche d'énergie de largeur d epsilon. Voilà ce que ça représente. Alors évidemment, là j'ai pris un spectre qui est un peu pardon, qui est cuir espacé, ce n'est pas forcément le cas, c'est un spectre quelconque. Et donc d de epsilon, c'est une information sur la façon dont les états sont rangés dans ce spectre. On va aussi utiliser une autre quantité qui est en fait plus facile à calculer, qui est le nombre d'états d'énergie inférieur à epsilon. Donc si je visualise n inf de epsilon, c'est le nombre d'états entre le fondamental et une énergie epsilon. C'est tous ces états-là. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a une quantité qui est la dérivée de l'autre. Si je connais cette fonction-là, je sais comment ça varie autour de l'énergie epsilon. Et donc cette quantité-là, le nombre d'états d'énergie inférieure à une énergie donnée, ça s'appelle fonction de comptage ou simplement densité d'état intégrée. Ces deux relations, ces deux quantités portent la même information. Alors cette densité intégrée, si c'est l'intégrale du delta, c'est simplement la fonction de Heaviside. Je compte tous les états qui ont une énergie epsilon k inférieure à une énergie donnée. Donc il va falloir calculer cette quantité. Une fois qu'on a cette quantité, on peut calculer ensuite toutes les intégrales qu'on a vues tout à l'heure. Alors pour une particule dans une boîte, on va chercher quelles sont les énergies inférieures à une énergie donnée epsilon. Alors on va prendre donc la limite du continuum, une grande boîte. Et je vous rappelle que dans une boîte de taille L, les états K sont quantifiés par les conditions aux limites. Vous avez vu ça en mécanique quantique. Et si j'utilise les conditions limites périodiques, ce sont des multiples de 2π sur L. Donc ces états K forment un quasi-continuum, mais qui est quand même discret. Les états sont séparés de 2π sur L. Donc je peux, si je connais l'écart entre états, je peux remplacer cette somme par une intégrale de Riemann. Et je vais dire que la somme, c'est l'intégrale, mais il faut que devant, je divise par la distance entre états K. Alors si je suis à 3 dimensions, je vais diviser par 2π sur L au cube. Donc ça, c'est donc la version continue de cette quantité. Donc vous voyez que ça, c'est très simple, c'est simplement un volume de l'espace des K, tel que epsilon de K est inférieur à epsilon. Ici, vous avez donc L cube, donc c'est le volume de l'espace réel. Donc cette quantité ici, densité d'état intégré, à un facteur numérique près, c'est le volume de l'espace réel accessible fois le volume de l'espace des K accessible, c'est-à-dire accessible pour les états inférieurs à une énergie donnée. Alors ce volume ici n'est pas forcément facile à calculer, ça dépend de la relation epsilon de K. En K, les états sont équirépartis, mais en énergie, ils ne sont pas forcément équirépartis, ça dépend de la relation epsilon de K. Alors il y a un cas, une situation assez simple à laquelle on va avoir affaire essentiellement, c'est la situation où cette fonction ici ne dépend que du module de K, ce qui est le cas pour des particules libres. Epsilon, c'est h bar 2 K2 sur 2m. Donc si cette fonction ne dépend que du module de K, ce volume, c'est simple, c'est le volume d'une sphère à 3 dimensions. Donc volume de l'espace des K, limité par une valeur maximale de K qui est reliée à l'énergie, c'est le volume de la sphère à 3 dimensions. Donc voilà la densité d'état intégré. Il va falloir encore réécrire K en fonction de l'énergie. Petite parenthèse, si j'utilise la relation de Broglie, P égale H sur lambda, ou P égale H bar K, relation entre longueur d'onde et
et impulsion, ou relation entre vecteur d'onde et impulsion. Je peux évidemment remplacer k cube par p cube. Et voilà, je fais apparaître à nouveau une quantité, ici c'est un nombre, une quantité sans dimension. Et vous voyez que c'est le rapport de deux volumes. Ça, c'est le rapport du volume de l'espace des phases accessible. Et ça, c'est le volume de la cellule de Planck. Vous vous souvenez qu'on avait intuité un petit peu à la main, on avait dit c'est h cube ou peut-être quelque chose fois h cube, peut-être un... Donc ici, on voit bien que le volume associé à un état, on va dire on a un état par... on a un volume de l'espace des phases h cube par état, et donc le nombre d'états, c'est le volume de l'espace des phases accessible, c'est-à-dire d'énergie inférieure à epsilon, divisé par le volume d'une cellule de Planck. Alors, cette quantité-là, on n'a pas tout à fait terminé, il faut l'écrire en fonction de l'énergie. Mais avant, je voudrais encore bien la visualiser. Donc, vous voyez que cette quantité ici, cette intégrale, donc c'est le volume de l'espace des K divisé par le volume associé à un état K. Donc, le volume associé, alors là, j'ai simplement deux dimensions. Le volume associé à un état K, donc là, c'est un petit volume de taille 2π sur L au carré ou au cube. Et le volume de l'espace des K, c'est le volume de cette sphère. Donc le nombre d'états d'énergie inférieure à une énergie epsilon, c'est le volume de cette sphère divisé par le volume associé à un état. Et effectivement, le volume associé à un état, je vous rappelle que si vous écrivez des conditions aux limites périodiques, vous trouvez que les valeurs de K sont des multiples de 2π sur L. Donc vous avez des valeurs positives et négatives de K qui sont séparées par 2π sur L. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce résultat dépend des conditions aux limites? Je pense que vous avez vu deux exemples de conditions aux limites en mécanique quantique quand vous mettez des particules dans une boîte. C'est les conditions aux limites périodiques et les conditions aux limites de bordure. Je passe vite, ici ce sont des rappels, mais je vous rappelle que si vous avez des conditions aux limites de bordure, au lieu d'avoir des ondes planes, vous avez donc des ondes qui doivent s'annuler sur les bords de la boîte. Les fonctions propres sont des sinus. Le vecteur d'onde est à nouveau quantifié, mais au lieu d'être un multiple positif ou négatif de 2π sur L, c'est un multiple positif de π sur L. Donc les états K ne sont pas arrangés de la même façon, mais évidemment, la densité en énergie est la même. D'accord ? Donc cette densité en énergie ne dépend pas de la façon dont on ordonne les valeurs de K. Voilà, donc, dernière étape, volume donc, de l'espace des K, et il faut inverser donc, K en fonction de l'énergie. Donc si je prends maintenant donc, des particules massives dans une boîte, l'énergie c'est h bar 2 K2 sur 2m, et j'ai simplement, c'est des formules un petit peu longues et lourdes que vous n'avez pas visualisées tout de suite à l'écran, mais qui sont évidentes à écrire. Et donc je vais me retrouver, j'avais K cube, et comme K varie comme racine de l'énergie, j'ai une énergie à la puissance 3,5. Si je veux bien compter le nombre d'états, il ne faut pas que j'oublie une chose que j'ai oubliée jusque-là, c'est que pour chaque état de translation, j'ai une particule qui peut avoir un moment cinétique, par exemple des électrons qui ont un moment cinétique de spin, et donc qui ont une dégénérescence 2. En général, plus généralement, c'est 2s plus 1. Ici, pour les électrons de spin 1,5, on a donc une dégénérescence 2. Donc il ne faut pas oublier le spin quand on va considérer un gaz d'électrons. Dernière étape, la dérivée. Donc voilà la dérivée. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément vous souvenir de tous ces préfacteurs. Par contre, il faut bien comprendre d'où vient ce racine de epsilon. Parce qu'il faut bien comprendre que cette densité d'état, évidemment, sa dépendance en énergie va conditionner toutes les intégrales que je vous ai montrées tout à l'heure, et donc toute la thermodynamique de ces gaz. Donc la thermodynamique de ces gaz va dépendre en détail, fortement de cette dépendance ici. Alors pour s'en souvenir, c'est bien de refaire le petit calcul à d dimensions. À d dimensions et de bien comprendre ce qu'on a fait. En dimension d, alors je ne vais pas mettre tous les préfacteurs, mais en dimension d, il y a deux étapes. La première étape, c'est que le nombre d'états d'énergie inférieur à une énergie donnée, c'est le volume de l'espace des K. Le volume réel et le volume de l'espace des K. Un préfacteur 4π sur 3 à 3 dimensions, enfin peu importe, c'est le volume de l'espace des K. La deuxième étape, c'est d'utiliser la relation de dispersion et de voir que K varie comme racine de l'énergie. Donc la densité intégrée, c'est simplement epsilon à la puissance d sur 2. Vous voyez, c'est deux lignes vraiment faciles à comprendre et à retenir. Et donc,
la dérivée varie comme epsilon d sur 2 moins 1, donc racine de epsilon à 3 dimensions. Mais ça dépend de la dimension d'espace. Donc, vous aurez à voir plus tard éventuellement différentes situations de différentes dimensions d'espace, où donc pour un spectre quadratique, hein, j'insiste, ça dépend donc de la relation entre epsilon et vecteur d'onde, eh bien une dimension, une densité d'état qui est en 1 sur racine, qui est constante à 2 dimensions, et ce qu'on vient de voir, qui varie en racine à 3 dimensions. Donc on verra les conséquences de ces différentes dépendances. Alors comme je l'ai dit, ça dépend de la relation entre énergie et vecteur d'onde. Pour passer de là à là, j'ai utilisé le fait que K varie comme racine de epsilon. Il y a d'autres situations où la relation entre énergie et vecteur d'onde n'est pas quadratique, mais par exemple linéaire. C'est le cas, vous avez peut-être déjà vu, on vous l'a peut-être montré sous cette forme-là pour des phonons, hein, les vibrations du réseau. La relation entre énergie et vecteur d'onde est une relation linéaire. On verra dans quelques semaines que le spectre des ondes électromagnétiques, des photons, c'est un spectre linéaire. Pour une raison qu'on n'a pas le temps de développer, les électrons dans le graphène ne se comportent pas du tout comme des particules massives, mais se comportent comme des particules sans masse. Eh bien, dans ce cas-là, si on a un spectre linéaire, évidemment, cette relation ici, le volume de l'espace des K, il n'y a rien de changé, mais la relation entre K et epsilon étant linéaire, la densité d'état intégrée et donc la densité d'état est différente. Donc la densité d'état, ça dépend à la fois de la dimension d'espace et de la relation entre énergie et vecteur d'onde. Alors pour bien visualiser cette densité d'état, je voudrais vous montrer bien à quoi ça ressemble à 1 et à 2 dimensions. Donc je trace un spectre epsilon de K à 1 et à 2 dimensions. À 3, je ne peux pas, il me manque une 4e dimension. Donc à 1 dimension, j'ai un spectre qui est quadratique, donc cette direction n'intervient pas, hein, donc j'ai un spectre qui est quadratique. À 2 dimensions, j'ai un spectre qui est quadratique aussi, voilà, donc qui forme cette structure. Et ce que représente la densité d'état, je fais des petites tranches de largeur d epsilon, et je regarde combien il y a d'états dans chaque tranche. C'est ça la densité d'état. Et donc vous voyez qu'à 1 dimension, si je regarde des tranches successives, ben, je vais avoir beaucoup d'états en bas, puis je vais avoir de moins en moins d'états dans les tranches successives. Alors effectivement, c'est une densité d'état qui décroît avec l'énergie. À 2 dimensions, ben, vous voyez que cette fois-ci, le nombre d'états, c'est le volume qui est compris entre 2 couronnes successives. Et vous voyez que ben, à 2 dimensions, ce volume, il ne dépend pas de l'énergie. Donc effectivement, à 2 dimensions, la densité d'état est constante. C'est ce que vous voyez ici directement sur ces petits dessins. Donc une densité qui est constante ou une densité qui décroît avec l'énergie. D'accord ? Donc j'espère que c'est bien clair ce que représente cette densité d'état. Les dimensions 1 et 2 ne sont pas du tout exotiques, académiques. Hein. Les électrons, il y a beaucoup de situations où les électrons se propagent dans un monde purement unidimensionnel ou purement bidimensionnel. Évidemment, dans un fil de cuivre, les électrons, ils se promènent, il y a une grande épaisseur transverse, donc les électrons ont évidemment un mouvement tridimensionnel, mais il y a des fils strictement unidimensionnels, comme ces nanotubes de carbone ici, et on peut montrer que les électrons se propagent vraiment strictement à 1 dimension, ou à 2 dimensions dans ce qu'on appelle des gaz d'électrons bidimensionnels. Quand on regarde l'interface entre 2 semi-conducteurs de caractéristiques légèrement différentes, on en reparlera un petit peu plus tard, de caractéristiques légèrement différentes, à l'interface de ces 2 semi-conducteurs, on piège un gaz d'électrons qui est parfaitement libre, mais qui est piégé dans les directions transverses et qui se déplace dans un monde à l'interface qui est un monde parfaitement bidimensionnel. Donc là, on a vraiment un gaz, ce qu'on appelle un gaz 2D. Dans le graphène, ben, vous avez une couche monoatomique, donc effectivement, là aussi, vous avez un monde purement bidimensionnel. Et ces densités d'état, ben, ça se mesure, hein, par exemple, avec un microscope à effet tunnel, où vous mesurez un courant tunnel. Alors évidemment, le courant tunnel, s'il n'y a pas beaucoup d'états, si la densité d'état est faible, le courant est faible, et s'il y a beaucoup d'états, le courant est fort. Donc c'est une mesure directe, quand on sonde une énergie donnée, de la densité d'état à cette énergie. Alors je reviens donc à notre problème pratique, comment calculer donc, ces sommes. Donc j'ai écrit les 3 fonctions, les 3 quantités qui m'intéressent.
et je les remplace donc maintenant par des intégrales. Donc vous voyez, voilà, le nombre total de particules, je prends une énergie donnée, je regarde combien j'ai d'états à une énergie donnée, et je multiplie par le facteur de Fermi et de Bose. C'est vraiment très simple à mémoriser. L'énergie totale, c'est la même chose, mais simplement, j'ai une énergie en plus. Dans une tranche d'énergie donnée, je regarde l'énergie correspondante. Et puis cette fonction-là, elle est un petit peu plus compliquée. Mais donc voilà les trois fonctions qui m'intéressent. Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée, mais je vous laisse vérifier à titre d'exercice que si vous faites une intégration par partie, vous faites apparaître ici la densité d'état intégrée, ce fameux n- de epsilon, et la dérivée de ce log ici, en fait, est reliée au facteur de Fermi ou de Bose lui-même. Il y a un petit intermédiaire de calcul, je vous laisse le vérifier. Et donc, le produit PV, c'est en fait, en gros, l'intégrale de la densité d'état intégrée. Bon, voilà. Alors, c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là, parce qu'on va pouvoir comparer, c'est ce que je fais dans le transparent suivant, comparer l'énergie et le produit PV. Alors l'énergie, encore une fois, très facile à mémoriser, c'est l'énergie d'un état, le nombre d'états à cette énergie, le facteur de remplissage. Et là, c'est une structure qui ressemble, mais au lieu que ce soit epsilon d2 epsilon, c'est cette fonction-là. Alors vous voyez que ces deux fonctions-là, pour une loi de puissance, c'est à peu près la même fonction. Parce que prendre cette fonction-là, la dériver et la remultiplier par epsilon, c'est sortir en fait l'exposant. D'accord ? Donc ça me dit que pour un gaz de particules massives, si je dérive ça et que je remultiplie par epsilon, je récupère un facteur d sur 2, donc U égale d sur 2 PV, ce que vous connaissez pour le gaz parfait, U égale 3,5 PV, je pense que vous avez déjà vu ça, mais c'est vrai non seulement dans le cas classique, mais c'est vrai à toute température, qu'il s'agisse de fermions ou de bosons. Ça, c'est une relation qui reste tout le temps. Donc c'est quand même assez intéressant pour nous, puisque finalement, quand on aura U, on aura P immédiatement, par cette relation-là. Donc ça nous fait une intégrale de moins à calculer ou à laquelle il faut s'intéresser. Je reviens quand même, pour terminer, à cette forme-là, avant qu'elle disparaisse, parce qu'elle est intéressante pour comparer le produit PV à N. Je mets ces deux intégrales ici. PV, gaz classique, PV c'est NKT. D'accord ? Vous voyez qu'on avait vu la dernière fois que dans le cas classique, le facteur de Fermi ou de Bose devient petit, et c'est simplement une exponentielle, et il est petit devant 1. Donc s'il est petit devant 1, je peux faire un développement du log. Donc j'ai simplement un terme linéaire en F, les plus ou moins disparaissent, et qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve la même intégrale qu'ici. Donc je retrouve que dans la limite où f est tout petit, je retrouve évidemment PV égale NKT. Bon, c'est rassurant, je retrouve bien le gaz parfait classique. Mais ce qui est aussi intéressant sous cette forme-là, c'est que je peux aller au-delà du cas linéaire et tracer ces fonctions ici, log de moins log de 1 moins f et plus log de 1 plus f pour les bosons ou pour les fermions. Et vous voyez qu'il y a une fonction qui est systématiquement, alors elles se rejoignent dans le cas classique, mais il y en a une qui est systématiquement en dessous et l'autre qui est systématiquement au-dessus. Donc, on est en train de prouver, avec cette remarque, que la pression ou l'énergie d'un gaz de fermion est plus grande que celle d'un gaz classique, plus grande que celle d'un gaz de Bose. Cette fois-ci, on l'a démontré. On l'avait intuité un petit peu, mais cette fois-ci, on l'a démontré. Je vais terminer avec cette discussion ici, l'écart au gaz classique. C'est que, bon, là, on a retrouvé le résultat classique. On peut se dire, on va continuer le développement pour voir les premiers écarts au cas classique. Donc, je vais faire un développement du log, non pas à l'ordre 1, mais à l'ordre 2. D'accord ? Donc, à haute température, ce facteur est petit devant 1, ça on avait déjà vu. Donc, je vais faire le développement du log. Et si je fais le développement du log, j'ai un terme en f carré. Et donc, je vais retrouver, là c'est pareil, je passe assez vite, qu'au premier, à l'ordre 1, PV égale NKT, et puis à l'ordre suivant, j'ai f carré qui intervient, et je trouve donc les corrections par rapport au cas classique, quand f reste encore petit. Donc c'est dans cette région ici, les premières corrections au cas classique.
Alors, on peut éventuellement calculer ces intégrales, et je ne vais pas le faire ici en détail. Simplement, dimensionnellement, on peut réfléchir un petit peu. Vous voyez que ce d de epsilon varie comme racine de epsilon à 3 dimensions. Donc, j'ai un d de epsilon fois d epsilon, donc ça varie comme l'énergie à la puissance 3,5. Donc, quand je vais calculer ces intégrales, je vais trouver des dépendances en température qui seront nécessairement des températures à la puissance 3,5. Donc, vous pourrez faire le calcul, il y a un petit transparent qui suit. Mais on peut montrer que les corrections donc, sont effectivement en d'ordre 1 sur T à la puissance 3,5, avec une température caractéristique qui est celle qu'on a déjà sortie plusieurs fois, hein, donc, qui dépend de la densité et de la masse des particules. Alors en fait, ces deux résultats, pour les fermions et pour les bosons, ont été obtenus indépendamment, d'une part par Einstein pour les bosons, et par Fermi pour les fermions. Ils étaient pas forcément on ne savait pas encore bien à l'époque ce qu'étaient des fermions et des bosons, donc ils ont fait des calculs en parallèle sans très bien savoir à quel type de particules ils s'adressaient. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Oui, donc voilà, pour calculer cette correction, vous voyez, c'est une exponentielle fois une loi de puissance, donc ça se fait très bien. Et donc, vous pourrez vérifier exactement cette relation-là. Je ne passe pas plus de temps au tableau. Voilà ce qu'on pouvait dire de façon la plus générale pour les caractéristiques communes au gaz de fermion, au gaz de boson, les premières déviations par rapport au gaz parfait. Maintenant, on va étudier séparément les fermions et les bosons. Donc, je vais commencer par les gaz de fermion avec quelques propriétés générales et puis deux exemples auxquels on va s'intéresser particulièrement. Donc, c'est les électrons dans les solides et certaines étoiles. Alors, on a parlé de la correction au régime classique. On va regarder maintenant l'autre limite, donc la limite de température nulle ou de très basse température. Donc, je vous rappelle qu'à très basse température, cette fonction ici, donc c'est simplement la marge d'escalier. Donc l'énergie de Fermi, c'est le potentiel chimique à température nulle. Et donc là, c'est très simple. Tous les états K tels que l'énergie est inférieure à epsilon F, par définition, ils sont occupés. Donc on remplit tous les états ici jusqu'à la dernière énergie qui s'appelle l'énergie de Fermi. Donc par définition, la fonction de comptage, c'est-à-dire le nombre d'états d'énergie inférieure à epsilon F, ben c'est le nombre de particules. Donc j'ai une relation sur laquelle je vais revenir tout à l'heure entre, évidemment, le nombre de particules et l'énergie de Fermi. Plus le nombre de particules est grand, plus l'énergie de Fermi est grande. Alors, quelques définitions. On est à température nulle. Donc, tous les états K tels que l'énergie, je parle de particules massives ici, donc H bar 2 K2 sur 2m inférieur à epsilon, sont occupés. Donc, dans l'espace des K, ça me définit une sphère de rayons, racine de 2m epsilon sur H bar 2. C'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde de Fermi. L'ensemble des états occupés, c'est-à-dire dont le module du vecteur d'onde est inférieur au vecteur d'onde de Fermi ou dont l'énergie est inférieure à l'énergie de Fermi, c'est ce qu'on appelle la mer de Fermi. L'ensemble des états d'énergie epsilon F, c'est la surface de la mer, c'est ce qu'on appelle la surface de Fermi. L'énergie de Fermi est donc définie par cette relation. C'est l'énergie maximale de l'électron le plus énergétique. Et donc cette relation, on va la réécrire explicitement. Là, donc on va revoir ce qu'on vient de faire tout à l'heure. J'écris donc explicitement cette fonction-là. Je vous rappelle, donc, le 2 pour le spin, ce facteur géométrique ici, le volume de l'espace réel, le volume de l'espace des K. Donc on est à 3 dimensions, là. Donc 4pi, Kf, donc Kf c'est le vecteur d'onde maximal, et le vecteur d'onde maximal est relié à l'énergie maximale par la relation de dispersion. Donc j'ai une relation entre vecteur de Fermi et nombre de particules, ou entre énergie de Fermi et nombre de particules, divisé par le volume, c'est-à-dire la densité. Donc vous voyez que ici, ça me donne donc le vecteur d'onde qui est proportionnel à la densité à la puissance 1/3. Donc le vecteur d'onde, c'est l'inverse de la distance entre les particules. Bon, ben ça, vous pouvez vous en souvenir, hein, c'est facile.
Un vecteur d'onde, c'est l'inverse d'une longueur. Et la seule longueur que j'ai à ma disposition, c'est la distance entre particules. Après, il y a des facteurs numériques, mais ce qui est important, c'est cette relation-là. Et donc, évidemment, l'énergie de Fermi, c'est h bar 2 kf carré sur 2m, donc ça va être de la forme h bar 2 sur ma carré avec des facteurs numériques. Alors, une autre définition, et pour ça, j'ai besoin de regarder un spectre simplement à une dimension. Donc, à une dimension, là, je n'ai mis que l'énergie en fonction d'une composante du vecteur d'onde. Donc, ce que j'appelle la mer de Fermi, c'est l'ensemble des états occupés. Ce que j'appelle la surface de Fermi, ce sont les états à l'énergie de Fermi. Donc, à une dimension, il n'y a que deux états. La surface de Fermi, c'est 2 points. Et puis, je voulais vous parler aussi de... Donc, le vecteur d'onde de Fermi, c'est le vecteur d'onde maximal. Et puis, je voulais vous parler aussi de la pente de cette courbe. La pente de cette courbe, quand on dérive l'énergie par rapport à l'impulsion ou au vecteur d'onde, on fabrique une vitesse. Ça, c'est classique. Et donc, j'ai une vitesse qui est l'impulsion de Fermi divisée par la masse. Donc, c'est la pente de cette courbe. Alors, à partir de l'énergie de Fermi, je peux définir une température avec la constante de Boltzmann. Donc, à partir de l'énergie de Fermi, je définis simplement kBTF. Donc, voilà une température caractéristique qui ressemble tout à fait à la température T étoile qu'on avait intuitée déjà la semaine dernière, qu'on avait fabriquée avec une masse et une distance, ou une masse et une densité. Donc, cette température caractéristique en dessous de laquelle on avait dit que le gaz n'est plus classique, il doit se passer quelque chose, cette température caractéristique, c'est aussi l'énergie du dernier électron. Alors, je continue avec la thermodynamique maintenant de ces fermions à température nulle. Alors, à température nulle, toutes ces intégrales, bon, en fait, celles-là, j'en ai plus besoin, mais essentiellement, ces deux intégrales, eh bien, elles sont évidentes à déterminer, puisque cette fois-ci, le facteur de Fermi, c'est 1 pour une énergie inférieure à epsilon, et c'est 0 au-delà de epsilon. Donc, j'intègre simplement la densité d'état. Donc, c'est la densité d'état intégrée. Donc, il est facile, avec cette loi de puissance ici, en une ligne, c'est facile de trouver une relation entre l'énergie et le nombre de particules et l'énergie de Fermi. D'accord ? Ça, c'est une énergie, donc c'est homogène à l'énergie de Fermi et au nombre de particules, et le facteur 3/5, il est relié à l'intégrale de cette racine. D'accord ? Et évidemment, le produit de PV est tel que U égale 3,5 de PV. Donc, ce que représente cette énergie ici, ça vous dit que bon, l'énergie de Fermi, c'est l'énergie de l'électron le plus énergétique, le dernier électron, et U sur N, c'est l'énergie moyenne des autres électrons. Donc, c'est 3/5. D'accord ? C'est ce que ça représente, ce 3/5. Voilà, et bien donc, avec ça, on connaît donc l'énergie à température nulle. Alors, à toute dimension, vous pourrez faire le calcul, je vous mets un transparent de plus, et donc, au lieu des 3,5 des facteurs 3,5, vous avez d'autres facteurs qui dépendent de la dimension, ce n'est pas inintéressant de le faire une fois. Donc, le produit PV, vous vous souvenez, on voulait déterminer comment se termine cette courbe, maintenant on le sait, alors soit pour PV, soit pour l'énergie, et donc le produit PV sur N epsilon F, c'est 2/5, et l'énergie, c'est 3/5. Donc, on sait maintenant comment ça sature. Cette pression, donc, qui est ce qu'on avait déjà vu sur un problème déjà à 2 fermions, c'est que le deuxième fermion, il a forcément une énergie finie. Et bien, ici, tous les fermions, ils ont forcément une énergie finie. Donc, on finit avec une énergie de point zéro, si vous voulez, une énergie d'origine quantique, qui est donc la saturation de cette courbe. Et en principe, donc, avec maintenant à toute température, en utilisant ces deux relations, vous pouvez mettre ça dans une machine et éliminer à partir de la première, éliminer le potentiel chimique, ou dire que ces deux relations sont paramétrisées par le potentiel chimique et déterminer directement U en fonction de N et de la température. Donc ces deux intégrales contiennent ici toute l'information que j'ai décrite à température nulle, et on sait qu'à haute température, on va retrouver la limite classique, donc on retrouve PV égale NKT, donc c'est l'asymptote ici, la limite classique.
Alors j'insiste sur le fait que cette courbe est universelle, c'est-à-dire qu'on a écrit l'énergie ou le produit PV en fonction d'une échelle d'énergie, qui est N epsilon F, et on a écrit la température en fonction d'une échelle de température. Donc c'est une courbe qui est universelle, qui va décrire donc tous les systèmes de fermions, que la température de Fermi soit de l'ordre du nano-Kelvin ou de milliards de Kelvin. Donc on va pouvoir décrire des systèmes extrêmement différents. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps et systématiquement, c'est que quand on veut étudier un gaz de fermion, la première chose à faire, c'est d'évaluer sa température de Fermi. Donc vous regardez la masse des constituants, la densité, vous calculez la température de Fermi. Si la température à laquelle on travaille est beaucoup plus grande que la température de Fermi, le gaz est classique, on est dans cette région-là, donc on oublie tout à fait les statistiques quantiques. Et si la température est inférieure à la température de Fermi, on est dans cette région-là, on dit que le gaz est dégénéré, c'est une expression due à Einstein et Fermi, qui justement ont travaillé à peu près à la même époque sur ces problèmes-là. Et donc, alors après, il y a un comportement entre les deux, mais vous avez vraiment cette échelle donc, de température T Fermi qui sépare ces deux domaines dégénérés et non dégénérés. Alors ces températures de Fermi peuvent être, donc c'est la température T étoile dont j'avais déjà donné quelques estimations la semaine dernière. Voilà ici quelques estimations dans des régimes un peu extrêmes. On s'intéresse maintenant en laboratoire à des gaz d'atomes ultra froids, des gaz de fermions dont la température est inférieure au micro-K. Autour de, à notre échelle, je dirais, on a l'hélium liquide dont j'avais déjà parlé, l'hélium 3 liquide qui est un gaz de fermion, donc là c'est le Kelvin. Les électrons dans les solides, on a déjà parlé un petit peu, puis on va revenir là-dessus, c'est typiquement 10 000 Kelvin. Et puis vous verrez demain que le gaz d'électrons dans les naines blanches, c'est des milliards de Kelvin. Et donc tous ces gaz, on va les étudier dans un contexte complètement universel. Alors on va parler un petit peu d'électrons dans un métal. Déjà, donc, je vous rappelle l'estimation, donc par exemple le sodium, vous avez un électron libre par atome, vous estimez la densité, la distance entre les atomes, donc typiquement, s'il y a un électron libre par atome, c'est typiquement la distance entre les électrons, et donc une température de Fermi de 36 000 Kelvin. Alors 36 000 Kelvin, souvent ces températures, alors en principe, un KTF, c'est une énergie, donc c'est des joules. Mais on n'utilise jamais les joules pour décrire l'énergie de Fermi. On utilise soit la température, soit les électronvolts. Je vous rappelle la correspondance qu'un électronvolt, c'est en gros 10 puissance 4 Kelvin. Et ce 11 600 Kelvin, c'est le rapport E sur Kb. Donc parfois, aux enseignants, on parlera soit de température, soit d'énergie en électronvolts. Donc en termes de température, donc cette température est très élevée, ça veut dire que le gaz est très quantique. Et donc, à 300 Kelvin, à notre température, on est vraiment dans le régime dégénéré quasiment de température nulle. Donc, à température ambiante, les électrons d'un métal forment un gaz très dégénéré. Et donc, on va s'intéresser aux propriétés électroniques à basse température, puisque, en fait, les fils de cuivre, le courant électrique, les semi-conducteurs, les transistors dans vos poches, etc. En fait, ce sont des gaz de basse température, à basse température. Alors ici, on va pas étudier les propriétés de transport, on pourra en parler un petit peu dans quelques semaines, mais simplement, quand on s'intéresse à la thermodynamique, la première quantité qu'on a envie de regarder, c'est la capacité thermique. La capacité thermique, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à la température. Ben voilà, j'ai l'énergie en fonction de la température, que j'ai obtenue numériquement, mais bon, dont je comprends les différentes limites. Et donc, la capacité thermique, c'est la dérivée. Alors, pour un gaz parfait classique, la limite classique, je vous rappelle que pour le gaz monoatomique, l'énergie varie comme 3,5 de nkt, et donc la capacité thermique, c'est 3,5 de nk. Pour une mole, c'est 3,5 de R. Donc ça, c'est le comportement classique. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le comportement près de la limite ultra-quantique ici. Alors, on ne va pas le faire quantitativement,
mais vous voyez qu'on a envie de dire que ici, ça a l'air de varier quadratiquement. Je ne vais pas le prouver, mais ça se montre. Donc à basse température, l'énergie, c'est l'énergie, donc la limite quantique, le 3/5 de l'énergie de Fermi, avec des corrections qui sont de l'ordre de la température, en unité évidemment de la température de Fermi. Puis ça, c'est un coefficient que je n'ai pas déterminé ici, mais qui est sans dimension. Donc, si j'ai un comportement quadratique ici de l'énergie, ça veut dire que la capacité thermique varie linéairement avec la température. Et ça, c'est une caractéristique importante d'un métal. Vous avez vu la semaine dernière ou la semaine d'avant que les vibrations du réseau, les phonons, contribuent à la capacité thermique. Vous avez des degrés de liberté de vibration, et vous avez vu que cette capacité thermique varie comme T cube à basse température. C'est le modèle de Debye que vous avez vu en petite classe. Dans un métal, en plus, je devrais mettre les deux, en plus de la contribution des phonons, vous avez une contribution du gaz d'électrons qui est linéaire en température, et qui, évidemment, à très basse température, va être plus importante, parce que la contribution en T cube va disparaître plus vite que la contribution linéaire. Donc c'est une caractéristique importante des métaux. Alors je n'ai pas fait le calcul ici, mais je voudrais vous donner un petit argument pour que vous compreniez bien l'origine de cette dépendance linéaire. Il y a une raison physique bien précise qui est reliée au principe de Pauli. Qu'est-ce que c'est que la capacité thermique? La capacité thermique, ça vous dit, si vous variez la température, comment varient les niveaux d'énergie, comment varie l'énergie. Alors classiquement, quand c'est 3,5, j'ai pas mis le 3,5, classiquement, si j'ai une variation de température, je communique à toutes les particules une énergie qui est de l'ordre de 3,5 de nk delta t. Simplement ici, vous voyez que tous ces états ici, toutes ces particules ici, tous les états sont pleins. Donc on ne peut pas leur communiquer de l'énergie. Les seuls états pour lesquels on peut changer l'énergie, ce sont les états qui sont au niveau de Fermi. Parce qu'il y a des états vides, il y a des niveaux qui sont vides. D'accord ? Donc, par rapport au résultat classique, qui serait qu'à toutes les particules, je peux communiquer une énergie nk delta t, la proportion de fermions auxquels je peux communiquer cette énergie, c'est une petite tranche de largeur kt par rapport à l'ensemble des fermions. Donc il y a une réduction quantique qui est liée au principe de Pauli d'ordre T sur Tf. Donc l'énergie, eh bien, elle est donc en T carré, au lieu d'être linéaire en T pour un gaz classique. Et donc la capacité thermique, c'est la capacité classique réduite dans le rapport T sur Tf. Donc ça, c'est très qualitatif et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir compris. Alors, bon, le résultat exact, peu importe. Mais donc ce comportement est une conséquence donc, de la statistique de Fermi. Demain, vous allez parler de certaines étoiles en petite classe, en particulier d'une classe d'étoiles qu'on appelle les naines blanches, qui sont identifiées depuis le 19e siècle, qui sont connues. Ce sont des étoiles qui ont épuisé tout leur combustible nucléaire, comme le Soleil dans quelques milliards d'années, et donc qui s'effondrent à cause de la gravitation, et dont l'effondrement est limité justement par la pression quantique. Cette pression qu'on vient de voir, cette pression de Fermi. Et donc ce qui fait la stabilité de ces étoiles, c'est l'équilibre entre la pression gravitationnelle et la pression quantique. Alors on ne va pas regarder ça ici, c'est le but du cours des petites classes de demain, mais quelques ordres de grandeur. Vous voyez qu'une étoile, une naine blanche, c'est une étoile qui a une température d'une dizaine de millions de Kelvin, mais qui a une densité très forte. Et donc, si on évalue la température de Fermi, alors d'abord, il n'y a plus d'atomes, les atomes sont ionisés, donc vous avez des gaz de noyau et des gaz d'électrons. Les noyaux sont lourds, donc ils ont une petite température de Fermi, relativement petite. Les électrons sont beaucoup plus légers, donc ils ont une température de Fermi beaucoup plus grande. Et donc, le gaz de noyau, en fait, est classique, mais le gaz d'électron est dégénéré, et c'est le gaz d'électron, vu cette très importante température de Fermi, donc avec une pression qui est 2/3 de n epsilon f, ce qu'on vient de voir,
Et donc cette pression est très importante, beaucoup plus importante que la pression des noyaux, et donc ce sont les électrons de ce gaz qui s'opposent à la pression gravitationnelle. Et si vous regardez donc la température caractéristique de ces électrons, c'est 5 milliards de Kelvin, alors que la température de l'étoile, c'est 10 millions de Kelvin. Donc vous voyez que cette étoile qui est à 10 millions de Kelvin, en fait, on peut la décrire comme un gaz à température nulle. Parce que ce qui compte, c'est toujours le rapport de T sur TF. D'accord ? Bon, donc vous verrez ça plus en détail demain. Alors, on a parlé de fermions, on va parler maintenant de bosons. Et on va suivre ensemble, en fait, un papier d'Einstein qui a prévu cette fameuse condensation de Bose-Einstein, donc en 1924, et qui a été observée 70 ans plus tard, en 1995. Donc il s'agit d'un gaz de boson massif. Dans quelques semaines, on parlera d'un gaz de boson sans masse, que sont les photons. Ça, c'est pour plus tard. Donc, théorie quantique d'un gaz, donc de ce qu'on appelle maintenant des bosons. Alors d'abord, je vous rappelle le facteur de Bose. Alors ce qui est important à se souvenir, c'est que le potentiel chimique est négatif, à cause de le fait que F est positif et qu'il y a un signe moins ici. Donc le potentiel chimique est négatif. Et que donc j'ai un élargissement ici qui est de l'ordre de la température. Comme pour les fermions, le potentiel chimique, c'est une variable qui physiquement n'est pas forcément très contrôlée et bien comprise. Ce qui nous intéresse, c'est d'éliminer le potentiel chimique et de faire apparaître le nombre de particules, comme on l'a fait pour les fermions. Donc je vous rappelle que contrairement aux fermions, tout se passe autour du fondamental à une particule. À température nulle, tous les états sont dans le fondamental. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au-dessus du fondamental, l'organisation de tous ces niveaux, de tous ces états. Donc la systématique est très simple. Vous allez voir quelques équations, mais la systématique est très simple. On travaille avec deux équations. On oublie le produit PV, puisqu'on sait que U, c'est toujours 3,5 de PV. Donc, le nombre de bosons, donc cette fois-ci, ça va être ici le facteur de Bose, l'énergie interne, donc il y a l'énergie en plus, et entre ces deux équations, il faut éliminer le facteur de Bose. Donc, a priori, je ne pourrais pas réfléchir, mettre tout ça dans une machine tout de suite. Mais il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Première chose, donc, déterminer le potentiel chimique. Donc, j'écris explicitement cette relation ici. N égale l'intégrale de la densité d'état fois le facteur de Bose. En inversant cette relation, je trouve le potentiel chimique en fonction de la densité et de la température. C'est ce que j'ai montré ici. C'est une courbe que je vous ai montrée la semaine dernière en vous montrant la limite du gaz classique, ou la semaine d'avant, la limite du gaz classique. Et le potentiel chimique doit toujours être négatif. Donc, contrairement à un gaz de fermion où ici j'aurais l'énergie de Fermi, ici le potentiel chimique est toujours négatif. Alors ce potentiel chimique est donc donné par le calcul de cette intégrale. Et là, il y a une chose particulière qui se passe, c'est qu'il y a un accident ici. C'est que le potentiel chimique s'annule pour une valeur finie de la température. Il se passe quelque chose de particulier. Si je fais ici alpha égale 0, je vais trouver effectivement une valeur, donc j'écris la même équation, mais je fais alpha égale 0, donc je vais trouver une valeur critique de bêta, une température ici, donc qui est maintenant, là tout est écrit en fonction de cette température, donc c'est 1 ici. Je vais trouver une température donc, pour laquelle le potentiel chimique s'annule. Alors, première constatation, vous voyez que pour trouver une température critique, il faut que cette intégrale converge. Pour que cette intégrale converge, il faut que la densité ici tende vers 0 si epsilon tend vers 0. Puisque vous voyez, si epsilon tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, donc il faut que le numérateur tende aussi vers 0. Donc l'intégrale converge, c'est-à-dire que je vais trouver une solution température critique si la densité d'état tend vers 0. Or, à 3 dimensions, la densité d'état varie comme racine de epsilon. Donc elle tend bien vers 0. Et donc cette intégrale converge, ce qui veut dire que pour mu égale 0, on a bien une solution
TC, une solution à température fine. À 2 dimensions, on a vu tout à l'heure que la densité d'état est constante. Donc à 2 dimensions, l'intégrale est encore plus facile à calculer, mais ici, cette intégrale, elle diverge, et on a une relation continue entre le potentiel chimique et la température, et effectivement, le potentiel chimique s'annule à température nulle, où toutes les particules vont dans le fondamental. Mais ici, ce qui est remarquable à 3 dimensions, c'est qu'il se passe quelque chose à une température critique. Donc il va falloir comprendre maintenant les deux régimes, ce régime-là, qui ressemble, enfin on va s'écarter du cas classique, mais je pense que celui-là est relativement bien contrôlé, et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette région-là. Donc on a une température critique. On va écrire explicitement cette température critique. Donc il faut calculer cette intégrale. J'ai mis le calcul complet dans le transparent suivant. Encore une fois, on ne va pas s'intéresser à tous les préfacteurs. Ce qui est important, ce sont les dépendances en énergie ou en température. Donc je réécris explicitement cette intégrale avec l'expression de la densité d'état à 3 dimensions qu'on a déterminée tout à l'heure. Voilà, donc voilà cette intégrale. J'ai fait alpha égale 0, donc pas de potentiel chimique, et donc la température critique est donnée par l'inversion de cette intégrale. Donc il faut calculer densité d'état qui varie en racine de epsilon, donc il faut calculer cette intégrale, mais vous voyez que sans la calculer, vous voyez qu'ici on a une quantité sans dimension, donc je peux changer de variable, appeler x égale bêta e, et vous voyez qu'en haut j'ai quelque chose qui a les dimensions d'une énergie à la puissance 3,5. Donc forcément, à la fin, tout calcul fait, je vais avoir une température à la puissance 3,5. Toujours calcul dimensionnel, analyse dimensionnelle quand on peut le faire. Donc je vais avoir ici, cette intégrale, elle va être proportionnelle à la température à la puissance 3,5. Une intégrale sans dimension, peu importe, là on va l'oublier, ça se calcule, c'est cette fonction-là, ça s'appelle la fonction zeta de Riemann, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est que la température, j'ai une relation entre température critique et la densité n sur V. Vous voyez que ici, n est sans dimension, V c'est un volume, donc ça c'est forcément l'inverse d'un volume, et peut-être vous reconnaissez la longueur d'onde thermique de De Broglie. Donc effectivement, n c'est le rapport de deux volumes, et ici vous avez la longueur d'onde de De Broglie. Donc ce critère ici, qui fait apparaître cette température, je peux l'écrire encore une fois de plusieurs façons, soit en faisant apparaître le produit ρ lambda cube, dont on a vu qu'il est petit devant 1 dans le régime classique et grand devant 1 dans le régime quantique. Et bien là, il y a une température de transition. Ou simplement la température critique, en inversant tout ça. Vous voyez que Tc, c'est la densité à la puissance 2/3 divisée par la masse. Donc c'est un petit peu lourd, mais c'est quand même pas difficile à suivre. Et on retrouve notre argument dimensionnel. On avait vu qu'on a une température T étoile où il doit se passer quelque chose. Et bien pour des bosons, cette température T étoile, là on l'a calculée ici, on va l'appeler Tc, et il se passe effectivement une catastrophe, c'est que le potentiel chimique s'annule. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a trouvé la température critique, on connaît la limite classique, obtenir toute la courbe, c'est simplement l'inversion de cette relation-là, pour T plus grand que Tc. Et puis, obtenir l'énergie interne, c'est comme pour les fermions, je ne l'ai pas fait explicitement, mais à partir de ces deux relations, j'ai deux relations qui sont paramétrisées par le potentiel chimique. Je peux éliminer le potentiel chimique, d'accord, et donc obtenir, comme pour les fermions, mais c'était de l'autre côté, obtenir l'énergie en fonction du nombre de particules et de la température. Avec, évidemment, on retrouve la limite classique ici. Mais ça s'arrête là. Parce qu'après, le potentiel chimique s'annule, je ne peux plus utiliser tout ça. Donc la question, c'est que se passe-t-il en dessous? Donc ça a été la question que s'est posée Einstein. Que se passe-t-il quand en dessous de cette température critique? Alors si on essaye de voir la relation, ce qu'on a écrit jusque-là, entre température chimique, entre nombre de particules et potentiel chimique, le nombre de particules, c'est l'intégrale de la densité d'état, le facteur de Bose,
mais cette fois-ci sans potentiel chimique. Alors si on s'arrête là, vous voyez qu'il y a un problème, parce que le nombre de particules est constant. Cette fonction-là, ici, elle ne peut plus être... Quand il y avait le potentiel chimique, on pouvait s'arranger pour qu'elle reste constante, mais il n'y a plus de potentiel chimique. Et vous voyez que là, quand la température diminue, bêta augmente, donc l'intégrale diminue. Donc ça veut dire qu'il manque quelque chose. Forcément. Donc on a fait une erreur. Alors l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a remplacé cette somme ici par une intégrale. On peut remplacer une somme par une intégrale de Riemann quand tous les termes de la somme décroissent lentement. D'accord ? Donc on a le droit de le faire si les termes de cette somme discrète varient lentement avec k, ce qui est faux quand le potentiel chimique tend vers 0, parce qu'on a une occupation macroscopique du fondamental. On va voir tout de suite. Donc c'est que les états excités, effectivement, on a un remplissage qui dépend doucement de l'énergie, mais on va voir qu'on a un état fondamental qui va être macroscopiquement occupé. Regardez, si alpha tend vers 0, si le potentiel chimique tend vers 0, le facteur de Bose de l'état fondamental, donc facteur de Bose, voilà, l'état fondamental, je fais epsilon égale 0. Donc si alpha tend vers 0, le facteur de Bose de l'état fondamental diverge. Alors il ne va pas diverger, c'est le nombre de particules qui vont se condenser dans l'état fondamental. Donc en fait, pour tous ces états ici, à partir du premier, ça se démontre, on peut remplacer la somme discrète par une intégrale, mais celui-là, il faut le traiter à part parce qu'il y a une occupation macroscopique de cet état. Donc maintenant, si je compte toutes les particules, le nombre total de particules, ce sont les particules qui... alors je les sépare, mais en fait, ce sont des électrons, ils sont indiscernables. Mais c'est plus facile d'expliquer ça comme ça. C'est donc la contribution des états excités plus la contribution de l'état fondamental. Cette quantité, je la connais, là il n'y a plus de potentiel chimique, donc c'est facile à calculer, c'est ce qu'on a calculé précédemment, c'était le T puissance 3,5. Donc cette quantité-là dépend de la température, donc le nombre de particules dans le fondamental dépend de la température, et donc le nombre total d'atomes, c'est le nombre d'atomes dans les états excités, plus cette proportion macroscopique d'atomes dans l'état fondamental. En inversant cette relation-là, je vois donc que j'ai une occupation, un nombre macroscopique d'atomes qui se sont condensés dans l'état fondamental, et donc vous voyez que juste à la température critique, il n'y en a pas, et puis quand la température diminue, je vais avoir de plus en plus d'atomes qui se condensent dans l'état fondamental. Voilà donc ce qui a été écrit explicitement par Einstein. Les articles d'Einstein sont fabuleux parce qu'ils sont extrêmement clairs. J'affirme que dans ce cas, un nombre de molécules continuellement croissant, c'est-à-dire si on rajoute des particules, un nombre de particules continuellement croissant avec la densité s'installe dans le premier état quantique, le fondamental, celui qui possède une énergie nulle, tandis que les molécules restantes se répartissent conformément à la valeur 1 du paramètre, c'est-à-dire mu égale 0. Une séparation se produit, une partie se condense, donc Einstein est à l'origine de ce mot de condensation de Bose-Einstein, et l'autre reste un gaz parfait saturé. Saturé, ça veut dire que si vous rajoutez des particules, elles se condensent toutes dans le fondamental. Vous ne pouvez plus en mettre dans les états excités. Donc le gaz parfait qui est au-dessus du fondamental, il est saturé. D'accord ? Et puis, donc, à la fin de ce texte, vous trouvez cette belle formule là, qu'on a retrouvée aujourd'hui. Donc, condensation d'un nombre macroscopique d'atomes dans l'état fondamental quand on diminue la température. Et il faut bien voir que c'est une condensation dans l'espace des impulsions, dans l'état K égale 0. L'état K égale 0, c'est un état où les particules sont partout à la fois. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Les particules sont partout à la fois et indiscernables. Alors il faut finir le travail et comprendre ce qui se passe en dessous de TC pour ce gaz parfait saturé. Donc là, c'est extrêmement simple. L'énergie, encore une fois,
c'est l'énergie epsilon, la densité d'état, le facteur de Bose. Ici, c'est très simple, il n'y a pas de potentiel chimique. Et donc, encore une fois, vous voyez qu'ici, vous avez une intégrale d'une énergie à la puissance 3,5, donc quelque chose qui est homogène à une énergie à la puissance 5,5. Et donc, si je calcule cette intégrale, je vais forcément trouver une température à la puissance 5,5. Donc, voilà l'autre partie ici de la dépendance de l'énergie en fonction de la température. Donc, ça tend bien vers 0. La capacité thermique, c'est la dérivée. À haute température, la limite classique, on retrouve bien le 3,5 de Nk. Et puis à basse température, c'est la dérivée, donc c'est une loi en T puissance 3,5. Cette courbe-là, c'est la dérivée de cette courbe-là. Donc vous voyez, la discontinuité de pente que vous avez ici est liée à une discontinuité de courbure, qui ne se voit pas très bien, mais qui existe ici. Donc voilà la capacité thermique, qui tend bien vers 0, selon toujours le principe de Nernst. Alors encore une fois, ça peut se comprendre de façon qualitative, un peu comme pour les fermions. On va dire que l'énergie, c'est l'énergie du gaz parfait classique. Donc pour un gaz parfait classique, énergie linéaire et donc capacité thermique constante. Mais ici, ce gaz parfait classique, il est saturé, c'est-à-dire que le nombre de particules qu'on peut mettre dans ce gaz parfait, c'est une proportion T sur Tc à la puissance 3,5. D'accord ? Donc, l'énergie, c'est l'énergie classique multipliée par la proportion d'atomes non condensés. Alors, je vous fais remarquer que donc, ce que fait remarquer Einstein, c'est que quand vous rajoutez des particules, l'énergie, elle ne varie plus. Parce que toutes les particules que vous rajoutez, elles restent dans l'état fondamental. Et effectivement, si vous regardez ici, l'énergie, elle ne dépend pas du nombre de particules. Alors ici, on a l'impression qu'elle dépend du nombre de particules, mais comme la température critique varie comme n à la puissance 2 tiers, vous voyez que le nombre de particules disparaît. D'accord ? Donc ce gaz, il est infiniment compressible. Vous pouvez mettre autant de particules que vous voulez, elles iront dans l'état fondamental, plus ce gaz parfait saturé. Alors Einstein donc, avait conclu qu'à partir d'une certaine température, les molécules se condensent sans l'intervention de force d'attraction, c'est un gaz libre, c'est-à-dire qu'elles s'agrègent en un état de vitesse nulle. C'est une belle théorie, donc c'est sa lettre à Ehrenfest, c'est une belle théorie, mais contient-elle une part de vérité? Alors il faut voir que cette théorie, en fait, il n'y avait pas de manifestation expérimentale à l'époque. Donc cette théorie, elle n'a pas fait l'enthousiasme, surtout qu'un an après, Fermi a développé la même théorie, mais non plus avec le facteur de Bose-Einstein, mais avec le facteur de Fermi-Dirac. Évidemment, Fermi, c'était le gaz d'électrons, donc toute la physique des électrons, des étoiles, et donc ça s'est développé beaucoup plus vite du côté fermion que boson. Alors la première indication d'une part de vérité, c'est l'observation en 1937 de la suprafluidité d'un gaz de boson, d'un liquide de boson, l'hélium 4. Donc la suprafluidité, c'est la faculté qu'ont ces particules de se déplacer sans viscosité. Et en particulier, ce phénomène tout à fait particulier, c'est que comme les particules sont partout à la fois, si vous les mettez dans un récipient, elles ont envie de partir. Et ce que vous voyez ici, donc tout ça c'est à 1 Kelvin, mais ce que vous voyez ici partir, c'est le liquide. Vous avez le liquide qui remonte par les bords et qui finit par tomber. Parce que ce gaz veut... Alors ce n'est pas un gaz, c'est un liquide, c'est le liquide hélium. Et cette théorie ici de Bose-Einstein ne marche pas très bien. On a pensé que ça a à voir avec la suprafluidité, mais si vous voyez par exemple la capacité thermique n'a pas tout à fait ce comportement-là, c'est un comportement très différent. On parle de transition lambda de la suprafluidité, parce que ça ressemble à un lambda, mais vous voyez que ça a peut-être à voir avec la suprafluidité, mais la théorie n'est pas quantitative. Alors ce que les gens ont compris dès cette époque-là, c'est que le problème, c'est que ici on décrit un gaz sans interaction, alors que dans le liquide hélium, il y a des interactions, et on a réussi à tenir compte de ces interactions pour comprendre un peu mieux la théorie de l'hélium liquide. Alors en fait, la vraie condensation de Bose a été observée donc, beaucoup plus tard, donc en 1995.
Donc là, il fallait fabriquer vraiment des gaz pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre les atomes. Donc des gaz très dilués. Donc s'ils sont très dilués, la température T étoile est très petite. Donc ce sont des gaz ultra froids. Et donc typiquement, ce sont des effets qu'on observe au micro-cas. Et donc c'est fait avec effectivement des gaz alcalins qui interagissent peu entre eux. Vous pouvez vérifier qu'effectivement, ce sont des bosons parce qu'ils ont un nombre pair de fermions. Et ce que vous voyez ici, c'est une visualisation, alors je ne vais pas vous dire comment on l'obtient, mais c'est une visualisation de la distribution des vitesses. Ce que vous voyez ici, donc au-dessus de TC, vous voyez une distribution gaussienne, c'est la distribution de Maxwell des vitesses. Et ce que vous voyez apparaître à TC, eh bien, c'est un condensat à K égale 0. Et donc, progressivement, quand on diminue la température, tous les états se condensent dans l'état K égale 0. Alors, tout ça, c'est un domaine qui est en plein développement. Donc, les gens comprennent maintenant l'effet des interactions qu'on peut contrôler dans ces gaz. Enfin, c'est tout un domaine de la physique qui est en train de se développer énormément. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu de supraconductivité. Alors, la supraconductivité, c'est du transport sans dissipation, donc ça concerne les électrons. Les électrons, c'est des fermions, donc il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, supraconductivité, donc découverte en 1911 par M. Kamerlingh-Onnes, qui avait appris à liquéfier l'hélium, donc en dessous de 4 Kelvin, et une fois qu'il avait liquéfié l'hélium, il mettait dans l'hélium tout ce qu'il pouvait étudier. Et donc, il a étudié les propriétés de transport de différents métaux. Donc, ça, c'est le diagramme historique de la chute de résistance du mercure. Et donc, voilà donc les éléments supraconducteurs. Alors, au début, soit dans des éléments simples ou dans des alliages. Pendant, en gros, 70 ans, il ne s'est rien passé. On en a découvert quelques-uns avec des températures qui restent très basses. Et en 1986, découverte donc très importante à IBM, par messieurs Bednorz et Müller, qui ont trouvé donc une nouvelle famille, alors des systèmes plus compliqués, ce sont des oxydes, qui étaient d'abord supraconducteurs à 35 Kelvin. Et en quelques mois, il y a eu un développement absolument phénoménal. On a trouvé d'autres familles supraconducteurs, alors on n'est toujours pas à température ambiante, sinon vous le sauriez, mais jusqu'à 150 Kelvin. Et c'est un événement dans l'histoire de la physique qui est, enfin, de notre point de vue, qui est peut-être moins connu, mais enfin, en tout cas de mon point de vue, qui a été aussi révolutionnaire que la découverte du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles. Je vais vous dire pourquoi. C'est que l'un et l'autre, boson de Higgs, ondes gravitationnelles, c'était des travaux de grosses équipes. Les travaux étaient attendus, préparés dans leur présentation, etc. Ici, en quelques mois, il y a des centaines d'équipes dans le monde qui sont mises à synthétiser des tas de matériaux. Et il y a, au mois de mars, aux États-Unis, il y a une grande conférence qui s'appelle le March Meeting, où il y a des milliers de personnes qui échangent. Et donc, ce jour-là, donc le 18 mars 1987, il y a eu une séance absolument inattendue, où la semaine d'avant, il arrivait encore plein de publis. Et donc, c'est une séance où on a dû faire des séances parallèles, ça a duré jusqu'à 4 heures du matin, enfin, c'était une excitation, qui a été baptisé le Woodstock de la physique. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que Woodstock. Woodstock, c'est le plus grand festival rock du XXe siècle, donc vous n'entendez peut-être plus parler maintenant. Donc vous irez voir sur Wikipédia. Mais pour les gens qui étaient là, c'était vraiment une ambiance complètement déjantée et c'était un grand événement de la physique. Alors les choses se sont calmées après parce que on a monté encore un petit peu en température, mais on en est là. Alors pourquoi c'est supraconducteur? Les électrons sont des fermions. En plus, qui se repoussent, l'interaction coulombienne. Alors en fait, ce qu'il a été montré donc, avant les supras à haute température critique, dans les années 1950, par une théorie qu'on appelle BCS, que via les vibrations du réseau, les électrons ont une interaction effective attractive et forment ce qu'on appelle des paires de Cooper. Donc c'est simplement ça que je veux faire passer ici comme message, c'est que si on a une paire de fermions, une paire de fermions, ça se comporte comme un boson. Et ces bosons peuvent se condenser. Alors,
la théorie BCS n'est pas la théorie vraiment d'un suprafluide, mais il y a des analogies avec la suprafluidité. Et donc tout ça, c'est un domaine qui est encore pas résolu, il y a encore des grandes questions. Comment atteindre une plus haute température, les applications, beaucoup de questions fondamentales non résolues. Peut-être certains d'entre vous sont allés voir le séminaire d'Antoine Georges, là, il y a une dizaine de jours. C'est vraiment une des grandes directions de la physique de la matière condensée. Alors, en résumé, on a obtenu, je pense, ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire les équations d'état d'un gaz de fermion et d'un gaz de boson, grâce au facteur de Fermi-Dirac de Bose-Einstein, à deux équations essentiellement, le nombre de particules et l'énergie interne, et on élimine le potentiel chimique. Vous avez vu le rôle important joué par la densité d'état, vous l'avez déjà vu là, pour la condensation de Bose qui n'existe qu'à 3 dimensions. Et donc, il faudra, donc là, aujourd'hui, j'ai parlé essentiellement de particules massives. Il faudra aussi éventuellement se souvenir que pour des particules sans masse, on a une densité d'état différente. La question qui était posée, c'était de terminer ces courbes ici. Ben voilà, on l'a fait. Donc, pour les fermions, alors on avait identifié une température T étoile. Pour les fermions, donc, pour les fermions, comme pour les bosons, la température T étoile, elle sépare le régime quantique du régime classique. Mais en plus, pour les fermions, donc, la température T étoile, c'est typiquement relié à l'énergie de Fermi, à l'énergie du dernier électron. Pour les bosons, c'est un petit peu plus spectaculaire, puisqu'il y a vraiment ici une condensation, une transition de phase, ou donc condensation des particules dans un niveau macroscopique. Voilà, donc on va s'arrêter pour ça aujourd'hui. Alors, on a plusieurs semaines de coupure, donc n'oubliez pas du tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en particulier pour les fermions, parce que dans quelques semaines, on va parler d'électrons dans les solides, donc on va dégager toutes les propriétés conséquences du principe de Pauli et de la statistique de Fermi. Et on finira par le rayonnement des photons. Voilà, je vous remercie.